Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a quelques jours, les membres de la commission Mémoire France-Cameroun ont été reçus au Palais de l'Unité pour présenter le rapport sur le rôle et l'engagement de la France dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition au Cameroun entre 1945 et 1971. De la présentation faite par l'historienne française Karine Ramondi sur le site de la présidence de la République du Cameroun, il ressort que les forces françaises ont mené une terrible répression au Cameroun avant l'indépendance. Et cette répression s'est poursuivie après l'indépendance du pays. Sur la base des milliers de pages d'archives mises à disposition, des récits et des témoignages recueillis sur le terrain au Cameroun et en France, la commission a rétabli les faits qui se sont produits. Mercredi 5 février, nous l'avons tous suivi, l'artiste et musicien Blik Bassi, membre de la commission mixte franco-camerounaise, une commission pluridisciplinaire chargée du volet patrimoine culturel, a donné une conférence de presse à Yaoundé, ce qui a permis à la presse de prolonger l'échange autour du rapport remis au chef de l'État. Ce dimanche soir, Scène de Presse a choisi d'aller au-delà de ce que le sociologue Armand Lecaille-Somba appelle les savantes querelles méthodologiques. Notre intention avec les invités sur le plateau, c'est de voir les implications politiques, diplomatiques, historiques et voire culturelles du rapport présenté. La CRTV a invité précisément Alvin Henri Assembendi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Alegambele, bonsoir à vos téléspectateurs et bonsoir à mes copanélistes. Merci de m'avoir invité. Merci d'être là. Vous êtes chargé de cours au département d'histoire de l'Université de Yaoundé 1, membre de la commission Mémoire France-Cameroun. Juste en face de vous, docteur Pierre Nka, bonsoir. Bonsoir, Séverin Alegambele. J'aime bien dire que vous êtes journaliste, directeur de publication Sens Politique, même si vous faites autre chose. Oui, je suis journaliste. Sens Politique, c'est pour la fabrique des alternatives. Je crois que le sujet en débat ce soir, c'est dans le sens des alternatives. David Eboudoué également là, bonsoir. Bonsoir, Séverin. Historien panafricaniste, il est membre de la SCH, entendez, la Société camerounaise d'histoire. Bienvenue. Merci beaucoup et mes salutations aux autres panélistes. Je termine par professeur Emmanuel Wongou. Bonsoir. Bonsoir, M. Alegambele. Merci d'être là. Vous êtes spécialiste des relations France-Afrique. Et souvenez-vous, il a été à l'antenne de la CRTV lors du passage du chef de l'État français, le président Macron, au Cameroun. Il a passé avec nous à peu près 4 heures pour commenter cet événement. Et ce soir, il nous a apporté une abondante littérature sur ces relations. Nous en parlerons tout au long de l'émission. Peut-être on trouvera le temps d'en dire un mot. Il y a également Dr Eboutou qui nous a apporté un livre, Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Enjeux et perspectives d'une transition apaisée. Il est disponible déjà? Absolument, disponible depuis 2 semaines et à retrouver en ce moment sur le site amazon.fr. Il suffit de le taper sur Internet et puis vous avez la commande qui vous est livrée dans n'importe quelle partie du monde. Est-ce que ce n'est pas un élément limitant, le fait que vous nous renvoyez toujours sur les sites? Ce n'est pas tout le monde qui a de l'énergie, c'est pas tout le monde qui se met sur le net. Est-ce que c'est nous le faisons avec notre temps, c'est l'ère du numérique. Et vous savez très bien que c'est le numérique aujourd'hui qui rend facile, qui rend fluide un certain nombre de choses. Et à l'ère où il n'est pas toujours aisé de trouver des librairies un peu de partout, il n'y a qu'avec Internet, à partir de votre téléphone, vous pouvez simplement taper le titre de l'ouvrage et puis le commander. Et cela vous rejoint dans n'importe quelle partie du globe. Nous commençons par un sujet, vous l'avez certainement parcouru dans les groupes WhatsApp, les journaux, les publications de la semaine. La marque sportive suisse Fortin a été annoncée le mardi 4 février 2025 par la Fédération camerounaise de football comme étant le nouvel équipementier des sélections nationales de football du Cameroun. On devrait voir les premiers produits de cette marque suisse lors du prochain regroupement des Lions indomptables. C'est dans les semaines à venir. Je rappelle que Marc Brice et ses poulains vont affronter l'équipe des Swatini le 17 mars 2025 dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et donc, il faut savoir, et c'est le messager qui nous le dit, après One All Sport, les Lions s'habillent désormais chez Fortin. Dans le communiqué qui a été publié par la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football se réjouit de la qualité des engagements contractuels et la future collaboration partenariale avec la marque Fortin, dont la crédibilité et les états de service sont remarquables. Qu'en dites-vous, docteur K? Oui, c'est quand même une nouveauté avec l'exécutif que dirige Samuel Eto'o. On a l'impression qu'il veut casser les codes. Casser les codes parce que traditionnellement, on avait affaire aux majors
qui habille traditionnellement les équipes fanions des différents pays évoluant dans le secteur du football. Mais avec son arrivée, on a vu la complexité avec laquelle il a fait venir One All Sport. Et aujourd'hui, il nous présente quelqu'un qui, également, on dit que la seule équipe nationale, c'est l'équipe du Kosovo. Ça peut faire jaser, ça peut faire parler. Et prenant peut-être avantage des limites avec One All Sport, il est important que la fédération engage la transparence dès le début et que ce contrat qui n'a pas obligation d'être rendu public dans son entièreté, mais qu'on voit au moins les symboles et les marques de ce contrat en termes de rupture. Parce que s'il rentre encore dans la perspective de One All Sport, on sera obligé d'animer encore, en cette année cruciale au Cameroun 2025, les chaumières avec un discours, un bavardage, excusez-moi du terme, un bavardage sur la périphérie. Parce qu'il faut bien le dire, habiller les équipes, même un équipementier national, à mon sens, pouvait le faire. C'est une sorte de visibilité parce que les Lions indomptables, c'est aussi la mise en perspective d'un certain Made in Cameroun. J'aurais aimé qu'une entreprise ou bien deux entreprises camerounaises se mettent ensemble ou bien avec une autre entreprise étrangère pour équiper véritablement les Lions. Mais nous sommes heureux quand même de voir que dans l'équipe de 14, il y a des Camerounais. On connaît tous l'enseignant de journalisme et expert en communication, le docteur Sosten Nipot, dont il a plus ou moins des comptes à nous rendre à titre individuel et peut-être également sur le terrain dans les prochains jours. Alors, le choix de 14 comme nouvel équipementier des sélections nationales de football a suscité évidemment, comme vous l'avez constaté, beaucoup de réactions. Je voudrais entendre Madame Assembe sur cette question-là. C'est vrai que, historienne, le football, ça ne vous dit pas grand-chose, mais tous les Camerounais aiment le football. Il y a des historiens du football, M. Aligambele. C'est vrai que je n'en suis pas. Mais ce que je pourrais dire, c'est que le football déjà cristallise les opinions au niveau camerounais. Donc forcément, tout le monde s'intéresse à ça. Une nouvelle marque pour accompagner les Lions indomptables, c'est une chose. Maintenant, on ne va pas rentrer dans ce qui s'est passé avant. On a eu des scandales, ça et là. On a également eu des bonnes collaborations avec certaines marques. Je pourrais dire, on ne pourra juger 14 qu'au pied du mur. Accordons-lui le bénéfice du doute et puis attendons de voir s'il tient ses engagements, parce que forcément dans cette nouvelle convention, il y a quand même tout un cahier des charges qu'il devra respecter, parce qu'il me semble que l'une des dénonciations autour de la rupture faite pour rompre le contrat ou alors ne pas renouveler le contrat de la marque précédente, c'était surtout le fait de ne pas respecter le carnet des charges. Donc on ne peut que souhaiter bon vent à 14, qui peut-être peut permettre déjà à lui-même ou alors à elle-même cette marque de rayonner un peu plus, parce que les Lions indomptables quand même c'est une grande équipe, donc c'est un honneur pour 14 de nous habiller. C'est lui qui doit être à la hauteur pour habiller les Lions indomptables du Cameroun. Beaucoup sont scandalisés par le choix porté à une marque relativement inconnue. Dr Nkano disait la sélection nationale la plus citée, c'est le Kosovo. Alors, on estime que cette marque manque de notoriété, ne correspond pas au prestige historique de l'équipe camerounaise. Est-ce que, professeur, la notoriété, c'est vraiment le critère le plus important pour évaluer la qualité d'un équipementier, selon vous? Moi, je retiens de la prise de parole du Dr Nka que peut-être qu'il fallait que la FECAFOOT communique mieux, peut-être à l'avance, pour qu'il y ait plus de transparence, qu'on sache clairement pourquoi on choisit. Peut-être qu'il a parlé de la perception des taux qui aiment casser les côtes. Si c'est la volonté de casser les côtes, qu'ils nous disent que peut-être que cet équipementier pose moins de conditions que les grands équipementiers connus comme Puma et autres. Donc, ce qui est embêtant dans ce ministère que je connais pour avoir séjourné pendant 5 ans comme secrétaire général là-bas, c'est un ministère très complexe, le football étant très complexe là-bas, mais je crois qu'il faut qu'ils sachent, vraiment, à la FECAFOOT, que le football, c'est la vitrine du Cameroun à l'international. Moi, c'était ma démarche pendant que j'étais là-bas, de leur faire comprendre qu'il faut toujours, quand on pose un acte, penser à toutes ces considérations-là. Donc peut-être que la FECAFOOT pourrait, dans les prochains jours, communiquer pour nous dire pourquoi on a choisi celui-là et pas un autre, parce que les Camerounais voudraient savoir s'il y a la transparence, si c'est clair, si on communique mieux, je crois qu'il y aura moins de polémiques que la précédente fois.
Je voudrais ajouter quelque chose à ce qui a été dit. D'abord, peut-être la nouvelle marque Fortine n'est pas très bien connue dans les milieux sportifs et notamment du football, mais je pense quand même que c'est une marque qu'on retrouve dans les milieux de financement et d'accompagnement. Mais cela a été dit aussi pour All One Sport. Hein. Ça a été dit aussi. Parlons de ce qui est. Et là, nous constatons que Fortine accompagne des sports mécaniques, accompagne le basketball, accompagne un certain nombre d'équipes de tennis bien connues. Et donc, c'est peut-être le fait que cette marque-là rentre de façon inédite dans le milieu du sport avec une équipe du Cameroun qui a quand même un certain nom, une certaine renommée internationale, que cela pose problème aujourd'hui. La vérité, c'est que je n'ai pas eu les termes de ce contrat, mais je crois que l'enjeu, quand on parle d'une nouvelle marque, en ce qui concerne le label de nos équipes nationales aujourd'hui, c'est quand même l'enjeu financier. Les Lions indomptables, nos sélections nationales ont besoin d'être accompagnés à un certain niveau et nous savons très bien que tout ce qui a tourné autour de notre équipe nationale, du fonctionnement de la fédération, du financement de notre football, même au niveau local, c'est l'enjeu financier. Et donc, si ce nouvel équipementier, si ce nouveau partenaire, de mon point de vue, remplit un certain nombre de conditionnalités qui lui ont été imposées par la fédération, il me semble qu'on ne devrait qu'attendre la suite pour voir effectivement comment cela va prendre corps. Mais connaissant celui qui est à la tête de cette fédération, qui est quand même quelqu'un de passionné, de patriote, je me dis que ce choix n'est pas anodin et la suite devrait certainement nous donner raison. Quelle peut être l'offre de service du nouvel équipementier en vue d'améliorer les performances et l'image du Cameroun sur la scène internationale? La question, nous l'avons posée à un spécialiste du marketing sportif, Yannick Ndege, que nous regardons. Globalement, je pense que c'est une bonne nouvelle que de savoir que la fédération est désormais un équipementier. Globalement, la fédération pourrait avoir quelque chose à gagner avec un équipementier inconnu. D'abord, la première chose est d'abord la flexibilité. Contrairement au contexte où on pourrait avoir un équipementier majeur, au moins la fédération a la possibilité de négocier à son avantage un partenariat en discutant avec un interlocuteur qui peut avoir toute une grande attention pour elle, contrairement à ce contexte où on pourrait avoir un équipementier majeur comme l'Adidas et autres qui peuvent avoir des commandes et pour qui la fédération serait un gadget entre guillemets. Donc je pense que sur ce point de vue là, au niveau de la fluidité, au niveau des designs, par tradition on sait que les designs et la mode sont des savoir-faire éprouvés pour les Italiens. Donc globalement on peut avoir la possibilité de personnaliser les designs. Maintenant l'autre chose sera aussi de négocier des contrats beaucoup plus onéreux sur ce que gagne financièrement une fédération. Là on peut imposer des choses à cet équipementier là sur le plan économique. Il est important pour des fédérations comme celle du Cameroun d'aller avec des marques qui peuvent être plus attentives à leurs sollicitations, qui peuvent être disposées à les accompagner la fédération dans le processus de développement de façon de bout en bout, c'est-à-dire de la conception des équipements au processus de réalisation avec toutes les technologies qui peuvent être nécessaires pour la performance des athlètes. Les 15 membres de la commission chargée de faire la lumière sur l'action de la France au Cameroun lors des luttes d'indépendance ont produit un rapport sur le rôle et l'engagement de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition pour la période allant de 1945 à 1971. Ce rapport a été remis au Palais de l'Unité au cours d'une cérémonie protocolaire. Revoyons avec vous le contexte général de la démarche initiée par les chefs d'État du Cameroun et de la France. Jusque-là, on a entendu beaucoup d'échanges sur la composition de la commission, ses méthodes de travail, etc. Essayons de voir quelles sont les implications historiques, politiques et sociales de ce rapport de 1000 pages, il faut le dire. Quelques jours après la présentation du dit rapport au chef de l'État, quel est le retour que vous avez? Je pose la question à Dr Assembe, parce que vous étiez dedans, hein, vous étiez membre de la commission. Selon vous, il est bien accueilli? C'est un sentiment de soulagement que vous avez à la fin du travail fait? Déjà, juste pour rectifier, c'est vrai, au départ, nous étions 15, mais l'un des membres ne remplissait plus, après 1 an, les conditions pour faire partie de la commission. C'était quoi exactement?
être étudiant inscrit en thèse. Malheureusement, il a été désinscrit et donc son contrat n'a pas pu être renouvelé. Du coup, on a continué l'aventure à 14. Merci pour l'information. Je vous en prie. Mais pour le retour, j'avoue qu'étant de l'intérieur, il m'est très difficile d'être de l'extérieur également en même temps parce que... Non, docteur Asembe, vous entendez quand même des voix se lever pour critiquer votre démarche, pour parler de la commission. On n'est pas là pour revenir sur cette démarche-là. Il y a quand même des choses qui sont dites et qui certainement vous mettent mal à l'aise, sachant que vous avez fait un travail profond qui doit être poursuivi. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui me mettent mal à l'aise. Surtout, le premier malaise, c'est que le sentiment que des gens qui critiquent, les critiques les plus virulentes, visiblement, c'est des gens qui n'ont même pas encore commencé à lire l'introduction. Et donc, ce serait peut-être une invite à leur demander de lire, parce que quand on revient sur des questions méthodologiques, alors que c'est l'entame même de notre travail, ça me dérange. Surtout venant du monde scientifique, je peux comprendre que des profanes s'interrogent sur notre méthode, notamment un système de coécriture. Peut-être qu'ils s'attendaient à ce que la grande partie portant sur les répressions ait pour nom d'auteur Asembe, Ongolène ou Ramondi. Malheureusement, nous avons opté pour un système de coécriture. C'est quoi le système de coécriture? C'est de permettre à un expert, parce que nous avions des profils différents, de produire un document de base. Ce document de base est relu par tous les membres de la commission qui font des ajouts et discutés au cours de nos différents workshops. Et finalement, les coordonnateurs des différentes sections harmonisent le document. Je précise que les coordonnateurs, c'était toujours un enseignant français, un chercheur français, un chercheur camerounais. Donc c'est comme ça que nous avons travaillé. Voilà le premier malaise. Et ça, il y en a qui estiment, vous êtes là pour nous dire rapidement ce que vous en pensez, parce que c'est des choses qu'on a lues dans les journaux. Il y en a qui parlent de l'absence de consultation des communautés touchées, la persistance de fausses communes non ouvertes, des informations qui ont circulé. Non, je ne pense pas. Voilà. Je pense que peut-être l'historien n'a pas vocation à faire de la publicité autour de son travail de terrain. Nous avons décidé de travailler discrètement, de faire moins de communication, mais nous avons rencontré des communautés, nous avons été sur le terrain, nous avons identifié ces charniers. Nous avons été à Ngambé où nous avons vu le charnier du 5 janvier 61, à Sombenga où nous a montré la fosse commune des événements de mai 1955. Nous avons été à Bamessing, donc il y a plusieurs, nous avons été sur le terrain. Nous avions même rencontré le chef Sokoudjou pour demander plusieurs fois des entretiens. Malheureusement, ça n'a pas prospéré pour d'autres raisons. Donc, ces gens qui pensaient peut-être qu'on allait partir sur le terrain et appeler des équipes de médias pour nous accompagner, je pense que ce n'est pas de la méthode de l'historien. Mais nous avons des entretiens et même des photos qui prouvent que nous avions été sur le terrain. Je pense qu'ils peuvent aller chercher ailleurs que cette critique. Entendons-nous, il est très difficile. On a été même à l'extrême nord. On a été voir la maison dans laquelle Momier habitait. On a fait tout le Grand Nord. Donc oui, on n'a pas été partout. Ça, c'est vrai. Aucun historien ne peut être partout en même temps, oui, mais nous avons fait de notre mieux compte tenu des délais qui nous étaient impartis. Alors, nous avons la chance d'avoir avec nous le professeur Emmanuel Wongyou qui a beaucoup écrit sur cette histoire entre la France et l'Afrique, le Cameroun, etc. Il nous a révélé qu'il a déjà parcouru le rapport de 1000 pages. Est-ce que, professeur, dans le fond, ce rapport des historiens de la commission présidée par Karine Ramondi, comme nous l'avons dit, mais finalement en termes, selon vous, aux zones d'ombre de la présence française au Cameroun? Est-ce qu'il y a des choses est-ce que tout a été dit? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que tout a été dit. D'ailleurs, eux-mêmes n'ont pas la prétention de le dire. Ils ont bien dit que, le président de la République même l'a dit, que c'est un travail de pionniers qu'ils font. Ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de documents que nous avons lus depuis des années. Moi, cette histoire-là fait partie de mon ADN familial. Ceux qui connaissent le nom que je porte savent que mon père fut parmi ceux qui, à l'indépendance, étaient de l'autre côté. Donc, depuis ma naissance, je crois que c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je suis allé faire sciences politiques et histoire, parce que je voulais comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays. Donc, je pense que ce qui est important, c'est que, ça confirme beaucoup de documents qu'on lisait
sans qu'il y ait une confirmation officielle. Parce que lorsque deux chefs d'État prennent la parole, en fait, pour l'instant, le président français n'a pas encore pris la parole, mais le président camerounais a pris la parole pour certifier ce qui a été fait. Je pense qu'il faut prendre ça comme un travail assez intéressant. Deuxièmement, je voulais d'abord m'incliner devant la mémoire de toutes ces personnes qui sont mortes, parce que ce sont des choses qui... ces deux régions dont on parle, fais partie d'une de ces régions, et nous, on a vu de très près les dégâts que ça cause aujourd'hui encore en cela. Et je pense que vraiment ce travail est très intéressant, parce que moi, je suis allé surtout aux annexes, à la bibliographie. J'ai vu qu'ils ont rencontré un maximum de personnes. J'ai passé toute une nuit à lire, voir si tous les livres de référence sont dedans. Et j'ai vu que beaucoup de livres de référence sont dedans. Tout ce qu'on a écrit, ils ont pris tout ce qu'on avait écrit sur ces questions-là. Je pense quand même qu'il faut saluer ce travail. Mais il y a un reproche qu'on fait à la commission, notamment l'écrivain Gaston Kelman, qui estime que les archives consultées ne sont pas annexées au rapport ni centralisées dans un site internet accessible aux enseignants et aux futurs chercheurs. Monsieur Alegambele, franchement, j'ai envie de dire à M. Kelman que j'ai rencontré en 2014 d'aller manger du manioc. Ça, c'est ça. Il nous aiderait parce que pour un travail de 1000 pages encore, demander qu'on indexe des millions de pages, je rappelle, c'est une synthèse de 1000 pages à un travail de base de près de 2500 pages. Donc, nous demander d'aller annexer cela, mon Dieu, ça relève de la sorcellerie. Je ne sais pas quelle est cette maison d'édition qui allait faire ce travail d'édition. Et maintenant, pour ce qui est de la disponibilité des sources au public camerounais, parce que c'est le problème réel qui se pose. S'il a lu, M. Kelman, et ça me permet encore de renvoyer nos différents critiques à la lecture, dans nos recommandations, nous demandons que les archives soient rendues accessibles à ce public-là camerounais qui ne peut pas se payer un billet d'avion ou un séjour dans les différents centres d'archives, parce que nous n'avons pas fait que les centres d'archives français. Nous avons été aux Pays-Bas, où il y a les archives du comité de soutien pour Ernest Ouandié. Nous avons été en Suisse pour le dossier Moumié. Nous avons été en Grande-Bretagne pour comprendre les relations, les connexions entre Français et Britanniques. Donc, nous avons été au Nigeria. Il est très difficile qu'ils pensent... Maintenant, il y a un autre problème. Si les Français accèdent à notre demande, parce que chaque archive, chaque pays a sa législation sur les archives. Les Français sont dans une dimension de réparation et il est de bon ton que ces archives soient disponibles, celles qui sont communicables. Parce que celles qui ne sont pas communicables, notamment celles de la DGSE, il est très difficile de penser que tout le monde aura accès à ce genre d'archives. Donc, c'est l'une des recommandations que nous avons faites et nous insistons sur le fait que il revient aux politiques maintenant de prendre ses responsabilités et de nous permettre d'accéder à ces archives. Si M. Kelman veut, il peut regarder toutes les côtes et ce qui est disponible, comme il est en France, il peut aisément aller en France consulter ces archives qui sont en accès libre. Alors le professeur avait la parole. Oui, en fait, je voulais dire pardonnez si on vous a coupé. Oui, c'est pas grave. Je voulais simplement dire que la force des grands peuples, c'est de regarder son histoire en face. Je pense qu'en cela, au moins, pour la première fois, on a un document qui vient corroborer tout ce qui a été écrit depuis Richard Joseph, Achille Mbembe. Nous, on le lisait, le Cameroun de Deltombe, donc il y a un gros pavé fait par les historiens camerounais et français. Nous, on le lisait. Et puis, ça vient confirmer ce qu'on disait. Ça fait plus de 28 ans que j'enseigne dans les universités camerounaises. J'ai toujours dit à mes étudiants en diplomatie que le Cameroun est le seul pays d'Afrique noire francophone à avoir pris les armes contre la France. Mais on le disait, c'était pas un discours officiel, il fallait quand même le prévenir. Et ces questions de mémoire, d'histoire et de justice et de réconciliation sont des questions que j'ai toujours abordées parce que je considérais qu'un jour peut-être nous aussi on viendra à cela. Donc vraiment, personnellement, je trouve que tout ce qui a été fait là, c'est un premier jet qui ouvre la porte, elle le dit, Madame l'historienne, elle le dit clairement, à d'autres travaux. La preuve, il y a une commission camerounaise qui a commencé à travailler créée par le ministre Bidou Pat. J'espère qu'un jour, elle rendra aussi. Donc, tous ces éléments-là permettront progressivement que demain, on écrive l'histoire du Cameroun. Moi, je suis content de ce que j'ai vu comme document. Ce qui est embêtant, c'est qu'effectivement, ça va remettre en question beaucoup de choses. Mais on verra ça. On va en parler tout à l'heure. Plus tard. Alors, vous avez évoqué le cas de Thomas Deltombe, qui est éditeur et essayiste. Le journal Libération, cette semaine, justement, a publié un article, c'était le mercredi 5 février. Il donne la parole à ce spécialiste-là. Il évoque d'une manière générale les opérations mémorielles lancées par le président Emmanuel Macron en direction de l'Afrique. 2 rapports similaires ont déjà été publiés pour le Rwanda et l'Algérie en 2021.
Il dégage en même temps les limites de ces opérations en indiquant qu'il y a encore quelques impasses persistantes. Et pour le cas du Cameroun, Thomas Deltombe estime que la commission a collecté de nombreux témoignages, mais que le rapport n'apporte rien de décisif à la compréhension générale du conflit. Docteur Nka, docteur Boutou. Oui, permettez. Je voudrais, comme depuis la parution de ce rapport, je n'ai pas eu le temps de voir quelques membres de ce rapport-là, de ceux qui ont fait partie de cette commission-là en face. Alvin, que je connais très bien, qui est mon aîné académique de 2 années. Quand nous entrions à l'université, elle était en 3e année. Donc je suis heureux de l'avoir vu prendre part activement dans cette commission, mon professeur Koufan, que j'ai eu du plaisir à voir dans cette commission-là, connaissant son côté acerbe, sa rigueur méthodologique. Je me suis dit certainement il y a du bon dans ce rapport-là. Maintenant, il y a le professeur Nzé aussi, qui n'était pas... Voilà, Zengwa et les autres. Oui, il faisait partie de cette commission, il y avait quand même... Donc maintenant, quand on l'a dit, il faut quand même reconnaître, à la suite du professeur Wanyou, qu'un travail de recherche mérite quand même... qu'on reconnaisse l'honnêteté, en fait, d'un point de vue de l'honnêteté intellectuelle, qu'il y a quand même eu des choses qui ont été faites. Un travail de recherche n'est pas... Mais les autres ne disent pas que rien n'a été fait. Ils relèvent seulement des points qui semblent encore... Certainement, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a mené un travail de recherche dans sa vie. Un travail de recherche, pour ceux qui l'ont fait au moins une fois, même à un niveau de master ou de maîtrise, demande beaucoup d'investissement, à tous les niveaux, mais alors beaucoup d'investissement. Et quand on l'a dit, il faut donc reconnaître qu'il y a forcément matière. C'est quand même un peu plus de 1000 pages, donc au bas mot 2 thèses de doctorat. Et je ne pense pas que ceux qui sont les premiers à jeter un pavé dans la mare aujourd'hui en matière de critique sur ce document-là aient eu le temps d'annoter ou de faire des annotations spécifiques sur chaque critique qui doit revenir dans ce rapport-là. Mais ce que nous voulons dire, parce que je voudrais m'inscrire dans une perspective panafricaniste, vous savez que je travaille dans ce sillage-là, et les remarques que nous, ou alors les inquiétudes que nous avons eu à émettre au début du lancement de cette commission était justement d'interroger le positionnement français qui s'engageait à l'ouverture des archives. Est-ce que cela ne venait pas, en réalité, s'inscrire dans un repositionnement d'une France en mal de perte de ses positions en Afrique? Est-ce que cela ne s'inscrivait pas dans une forme de légitimation d'une certaine politique de la France en Afrique? Bref, c'est des perspectives, c'est des intuitions que nous avons commencé à ouvrir pour attendre finalement que ce rapport arrive et que nous nous interrogions. Revenant par exemple sur les critiques émises par M. Deltombe et Tatissa, qui ont fait un travail remarquable et qui aujourd'hui semblent condamner, entre guillemets, le travail qui a été fait. Il y a également des critiques qui peuvent leur être posées, notamment sur le qualificatif de génocide qui est largement revenu sur leur travail. Moi, cela m'a intéressé parce que cela fait quand même longtemps qu'un certain nombre d'historiens camerounais reviennent sur la thèse de génocide Bamileke, par exemple. La thèse de génocide. Vous savez, moi, j'ai profondément lu le livre de M. Deltombe et de M. Tatissa. Et là, il semble sentencieux sur le chiffre de 400 000 Camerounais, Bamileke, qui ont été exécutés, massacrés en pays Bamileke sur le territoire camerounais. Oui, dans l'article de Libération, justement, il pose un problème. Il dit que le rapport n'aboutit pas à un bilan humain précis. Il parle des dizaines de milliers de morts. Donc il y a une expression bien floue. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'eux, à partir de leurs chiffres, cela pose même un problème de praticabilité. Les démographes nous disent que le Cameroun comptait 4 millions d'habitants. Alors, quand on nous dit, quand M. Tatissa, M. Deltombe nous disent par exemple qu'en cette même période-là, on a pu massacrer 400 000, entre 300 000 et 400 000 ressortissants du Grand Ouest, de la région Bamileke, des Grasses-Villes, cela pose problème. Et donc, moi, en tombant sur ce rapport, ce que j'ai fait, c'est de comparer d'abord ce qui a été mis en perspective par M. Deltombe et ce qui a été démontré dans le rapport. Et je vois très bien que quelque part, il y a des hiatus qu'il faut aujourd'hui continuer à creuser pour comprendre et réellement ce qui s'est passé. Mais au moins, on peut tirer des conclusions partielles ou parcellaires qui mettent des interrogations et des doutes sur les chiffres avancés par M. Deltombe. Ce rapport fera encore parler parce que j'aimerais bien être dans la tête de M. Paul Biya, d'avoir choisi dans ce contexte de coécrire une partie de l'histoire du Cameroun, dont
eux deux ne sont pas responsables. Les deux pays ne sont pas responsables. Pourquoi? Parce que le fait colonial, c'est un consensus entre plusieurs pays. Il y a un biais naturel qui fera qu'on va parler toute la vie, à condition qu'un autre consensus, peut-être un jour, décide de vider cela. Vider cela, pourquoi? Parce que ce que les historiens, la commission a essayé de faire, on a été ici avec la présidente de cette commission, il y a un ensemble de choses qui ont été faites. C'est bien d'avancer dans ce sens. Mais le véritable problème aujourd'hui, c'est l'appropriation. 1000 pages, mon Dieu, 1000 pages, ce n'est pas la tasse de thé de tous les Camerounais. Lis 1000 pages, et actuellement, je crois que le document est plus en version numérique que physique. Ce qui est encore plus difficile. Ce qui rend encore naturellement difficile cette appropriation. C'est pourquoi vous auriez dû quand même infuser ce rapport autrement. On vous a vu solennellement à la présidente de la République, qui, pour moi, le lieu n'est pas symbolique. Je préfère le dire ainsi. Lorsqu'on parle de célébration des mémoires, avec le tour du Cameroun que vous avez fait, vous pouviez délocaliser cette cérémonie. Mais ça a commencé par l'Élysée en France et naturellement, on devait s'attendre à ce que la commission... Oui, je dis bien ce mimétisme-là. Ça fait que ça reste trop aérien pour... C'est peut-être un choix qu'ils ont fait de présenter le rapport de cette manière. Oui, je donne mon avis après choix. Okay. En disant, célébration de la mémoire, c'est le côté politique qui transparaît davantage. Et ce côté politique-là, en fonction des bords, c'est pourquoi vous voyez tout à l'heure, M. Eboutou amplifie la lecture de certains qui parlent d'un génocide régionalisé. Les impacts et les implications des différents acteurs, c'est une question nationale. Et tous les partis, toutes les, les représentations communautaires doivent être parties de tout ce qui sera fait et de tout ce qui a été dit. Je le dis pourquoi? Parce que lorsque vous voyez les discussions aujourd'hui, vous savez, en Afrique, au Cameroun, c'est une spécificité de notre 237 qui est notre indicatif, c'est que lorsqu'on n'est pas parti d'une affaire, on critique. La critique d'une subjectivité désintéressée peut servir, mais on risque d'être dans un environnement où on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est la mémoire aujourd'hui. L'essentiel, c'est l'économie de cette mémoire, parce que dans les bas-fonds, dans les communautés, ce qu'on attend, après avoir pensé avec eux, P-E-N-S-E-R, comment vous pensez cela pour cicatriser et qu'à un moment donné, on évolue comme si on pouvait revenir à des meilleurs sentiments. Docteur Assembe brûle l'impatience. Oui, je brûle vraiment d'impatience. Je vais commencer par la remarque de Pierre pour dire que je pense que Etoudi ou l'Élysée, c'est les symboles forts dans la diplomatie. Quand un pays accepte de recevoir un rapport dans sa plus haute institution, je crois qu'en diplomatie, professeur Ronyo est là qui est un diplomate, c'est un symbole très fort. Maintenant, je comprends votre logique, peut-être qu'il fallait qu'on aille à Équité. Je comprends, mais je vais vous dire la dimension politique, notamment la remise du rapport n'incombait pas, l'organisation de cette dimension n'incombait pas à la commission. On a eu des commandeurs qui attendaient un rapport. Donc, il ne nous revenait pas à nous de dire, écoutez, on vous le remet, ce rapport, dans notre chambre ou dans nos différents bureaux. C'est leur choix que nous respectons. Non, il faut le comprendre ainsi. Maintenant, je vous coupe pas, je voulais rappeler au docteur Nka que quand j'ai eu vent de ce que le rapport allait être publié, j'ai longuement discuté avec les membres de la commission, le docteur Assembe et les autres. Je voulais les avoir avant. On m'a dit non. C'est une commande des chefs d'État. On commence par mettre le rapport là-bas. Ce que j'ai trouvé tout à fait logique. Tout à fait logique. Pour ce qui est des chiffres, il est très difficile à l'heure actuelle, même pour les générations à venir, de quantifier le nombre des victimes. Pour la simple raison que personne ne tenait un livre des morts. En dehors du journal des opérations, de marche et des opérations, qui au cours d'un affrontement pouvait dire, par exemple, vous avez dans le journal de marche et des opérations, lorsqu'on a tué Oumniobé, ils disent combien de personnes sont mortes ce jour-là. Mais les groupes d'autodéfense ou alors les gardes civiques, lorsqu'ils faisaient des morts, vous ne trouvez ces chiffres nulle part. Ceux-là qui sont morts après avoir reçu des balles,
Vous ne trouvez ces chiffres-là nulle part. Et aujourd'hui encore, dans certains rapports officiels, par exemple le massacre d'Équité où le capitaine Olin parle de 20 morts, et où vous avez des témoins vivants, Pikla Oscar, qui fait partie de ces victimes, qui étaient là dans ces massacres, il vous parle des centaines de morts. L'UPC avance le chiffre de 300 morts. Il est très difficile aujourd'hui de chiffrer, de 300 morts à Équité. Il est très difficile de chiffrer ces victimes. Non, ce n'est pas. Il est très difficile sur une période d'une longue période. Même si en 10 ans, Pierre, même en 10 ans, il serait très difficile, simplement parce qu'il y a déjà une querelle. Il y a une querelle des chiffres. Vous avez un informateur du massacre du 5 janvier 61 qui est là en Gambie, qui vous dit ce jour on a exécuté à peu près 50 personnes. Cette personne est de la garde civique. Mais d'autres personnes vous disent, d'ailleurs sur le fronton de la plaque qu'il y a sur ce charnier, on parle de 200 morts. Donc il est très difficile. Il nous revient nous à nous les historiens, et c'est ce que nous avons fait. Non, je parle de nous en tant que membres de la commission, de critiquer justement tous ces chiffres. Quand Max Bardet, parce que c'est un chiffre que Max Bardet a avancé, 300 à 400 000 morts. C'est Max Bardet qui l'avance. Il faut tenir compte de ce que même s'il est pilote, il a travaillé dans le Bamileke. C'est avant tout son travail, c'est avant tout un roman. Et il faut le comprendre ainsi. Il faut savoir critiquer. C'est pas un travail, c'est pas forcément un travail d'histoire, même s'il donne des éléments importants. Donc nous avons avancé justement en faisant œuvre de la critique historique, ce chiffre de dizaines de milliers de morts, parce qu'il est très difficile aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les gens qu'on a noyés dans la Sanaga, dans aucune archive vous ne trouvez déjà cette information. Pourtant, on les a noyés dans plusieurs lieux, à son Loulou, à son Bengue, on a noyé des gens dans la Sanaga, mais vous ne trouvez ça nulle part. On ne sait pas combien de personnes sont mortes noyées dans la Sanaga. On ne sait pas combien de personnes sont mortes jetées dans les chutes de la Métier. Donc, il est très difficile pour nous de dire on a tué 1 million de personnes. Ce qu'on reconnaît, c'est qu'il y a eu parfois des crimes de masse. Et ce qui est important, c'est la gravité et surtout la reconnaissance de la guerre qu'il y a eu au Cameroun. Je voulais dire qu'à la suite de que je suis d'accord que c'est une commande politique. Il faut d'abord rappeler que c'est une commande politique. Et donc remettre au chef de l'État, c'est normal que l'on remette. Et ce que j'observe, c'est qu'on a remis au chef de l'État, le chef de l'État camerounais a pris la parole, parce que ce jour-là, moi aussi je suivais, j'étais étonné, je croyais qu'il allait faire comme le président Macron, recevoir le rapport et puis réfléchir avant de pouvoir réagir. Mais il a réagi tout de suite. Et ça n'a pas été assez dit. Et ça montre que voilà les pistes. Il a même sorti des pistes vers lesquelles va le Cameroun, ce qui est quand même quelque chose de fondamental, parce que c'est quand même, quand on regarde l'actualité politique du Cameroun depuis des années, on se rend compte que c'est un acte éminemment politique. Il a dit ce qu'il pensait du rapport. D'abord, il a salué le rapport. Il a rappelé les souffrances du peuple camerounais par rapport à ce malentendu, ce tabou qui se lève. Il a profité pour rappeler qu'il en a déjà parlé dans son livre depuis 1987, ce qui est quand même assez intéressant. Et on le sait, quand on lit le livre de Basseba Kobio sorti du maquis de l'époque, on voit bien qu'il s'appuie sur ces propos du chef de l'État. Donc, il a ouvert des pistes pour montrer que voilà vers où je vous montre la piste. Ce qui m'a étonné, c'est que le président français n'a pas encore pris la parole. Et on attend la réaction française. Et quand on sait que ces rapports ont été remis en Algérie, au Rwanda, et on a vu la suite, on attend de voir la suite côté français, parce que c'est très important. Et je pense que le chef de l'État, qui est pour moi un artiste de la politique, a bien joué en disant tout de suite qu'il est d'accord, que voilà ce qu'il y a, aux Camerounais de s'en approprier. Et on attend maintenant la réaction française. C'est vrai que sur ce point-là, on entend beaucoup de commentaires dans la presse et dans les débats qu'on voit. Bon, quand on voit comment la France a une politique mémorielle. Oui, parce qu'on estime que la France est dans un plan de reconquête de l'espace. Voilà. Et donc, le Cameroun est en train de servir de plancher. On donne l'occasion à la France de pouvoir se justifier. Oui, on peut le dire, parce que la politique mémorielle du président Macron existe. Elle a été énoncée dès son discours de Ouagadougou. Elle repose sur son maître à penser, le philosophe Paul Ricoeur, qui a travaillé sur la question de mémoire, d'oubli et d'histoire. Et il se revendique d'être un de ses disciples. Donc, ce qui veut dire qu'il a pensé cette chose depuis très longtemps. On a vu comment il a appliqué. Il la déroule quand il rend les objets d'art aux Africains, lorsqu'il commémore des événements importants aujourd'hui. Parce que, d'une part, il a des problèmes en France avec les communautés étrangères qui sont là, qui ne sont pas reconnues dans la communauté nationale en France.
Et il y a des pays africains comme le Sénégal, dernièrement pour le camp Tiaroy, qui ont bloqué. Il y a un certain nombre de pays qui veulent qu'on clarifie ces choses. Et vous verrez qu'à chaque étape, dans tous ces pays, le président français a fait des rapports, mais n'est jamais arrivé au mot qu'on attend, le pardon. Parce que le pardon appelle d'autres choses. Donc je voulais seulement dire cela. Et rappeler que ce n'est qu'un rapport. Parce qu'un rapport, ce n'est pas... D'ailleurs, dans tous les rapports qu'on a remis dans le monde entier, on n'a jamais pris toutes les recommandations qui sont faites. Et je crois que le Cameroun a pris ces recommandations qui l'intéressent en disant ce que le président de la République a dit là. Je ne suis pas sûr qu'il va encore revenir sur le sujet ces derniers temps. Il a dit voilà, ouvrez les lieux de mémoire, mettez ça dans les programmes scolaires, etc. Nous attendons vraiment impatiemment la position de la France pour qu'elle nous dise ce qu'elle va faire pour le Cameroun, parce qu'au Cameroun, c'est quand même grave. Et ce qui est le plus intéressant pour nous, Africains, c'est que l'on reconnaisse qu'à l'instar de l'Algérie, au Cameroun aussi, les gens ont pris les armes pour l'indépendance. Et contrairement à l'Algérie, ceux qui ont pris les armes n'ont pas gouverné le Cameroun. C'est ça la vraie question qui est nouvelle et qui est officialisée par la remise d'un rapport aux deux chefs d'État qui acceptent que cette chose. Quand la dame parlait ce jour-là, quand elle a dit que la France a outrepassé ses pouvoirs jusqu'en 1971 en restant au Cameroun dans le domaine sécuritaire et de la défense, c'était un événement important parce qu'effectivement, on le voyait dans les livres qu'on a lus. Mais on se disait, est-ce que c'est vrai? On n'a pas de preuves. Là, maintenant, les chercheurs camerounais et français sont allés faire leurs recherches. Moi, je ne suis pas dans les querelles de savoir s'ils sont légitimes ou pas légitimes. Il y a une masse d'informations qui est importante et qui vient confirmer ce qu'on a fait avant et qui peut permettre aux autres d'ouvrir de nouvelles pistes et d'aller plus loin. Vraiment, personnellement, je voulais seulement dire ces 2 ou 3 choses pour rappeler que les questions d'histoire sont éminemment politiques, les questions de mémoire sont éminemment politiques. Maintenant, c'est aux politiques, à la société civile de s'en emparer et de faire en sorte que ce débat soit vraiment un débat intéressant pour les Camerounais. On revient sur cette dimension politique du rapport. Je voudrais quand même en 2 ou 3 secondes que Dr Assembe réponde à cette autre préoccupation. Les figures telles que Ruben Oumniobé, Housseni Afane et Félix Moumié reviennent beaucoup sur la liste des pères de l'indépendance camerounaise. Il y en a qui se demandent est-ce que ce sont les seuls à être cités? Non, c'est des figures. Et on estime que c'est une limite à votre rapport. Nous avons parlé pourtant de Nyobin Pandjok, nous avons parlé de Jérémy Ndelele, de Paul Momo, qui sont pour le moment, pour les historiens, des acteurs connus, parce qu'il y a eu des mémoires sur eux, mais pour le Camerounais lambda qui ne sont pas connus, Nyobé Pandjok, c'était le chef de l'état-major de Oum-Nyobé, on va le dire ainsi. Ndelele, c'est lui qui a fait la guerre dans le Bambuto savant, et Paul Momo. Donc il y a des personnes qui étaient invisibles, mais on ne peut pas citer déjà tout le monde. Maintenant, il y a des personnes phares. Imaginez qu'on remette un rapport sur la guerre du Cameroun sans parler de Moumié ou alors de Ruben Oumniobé. Les gens diront, mais ils n'ont rien compris. Par contre, vous avez vu que, et ça c'est un apport dans notre rapport, on a pu documenter que Wandje ne peut pas être cité comme une victime du système français, au sens où ce n'est pas la France qui l'a tué. Là, nous avons documenté, d'ailleurs, le professeur Koufane, membre de cette commission, le disait dans une chaîne concurrente ce soir-là, que lui-même était convaincu, d'après ses lectures, que Wandje avait été tué par la France, mais on se rend compte plutôt que ce n'est pas le cas et il est revenu sur cette position. Donc, on ne peut pas citer tout le monde. On a documenté pour montrer des exemples et la gravité des choses, parce qu'il y a des victimes anonymes. Il y a des personnes... Est-ce que pour Moumié, excusez-moi s'il vous plaît, pour Moumié et pour Oumniobé, c'est dans la France qui... Bien sûr, c'est documenté, c'est documenté dans nos... Sous leur présence encore. Pas seulement. Le cas Singap, par exemple, le Singap qui était le commandant de l'ALNK avant le retour de Wandje n'a pas pu être documenté parce que son corps est retrouvé 2 semaines après sa mort. Et les dernières nouvelles qu'on avait de lui, c'était au cours d'une guerre fratricide entre Paul Momo et lui. Donc il est très difficile pour le cas de Singap Martin de démontrer que la France est responsable de sa mort. Donc il y a pourtant des acteurs très importants de cette période comme ça. Il est très difficile. Il ne faut pas oublier que dans cette guerre, il y avait à un moment des règlements d'une guerre fratricide au sein de l'UPC et donc des règlements de compte qu'on imputera de façon générale parce que si la France n'avait pas occasionné, créé cette guerre, on n'aurait pas cette guerre fratricide. Mais après, lorsqu'il faut parler identifier les responsabilités directes, on ne dira pas que c'est certains de ces groupes d'autodéfense qui après
ont continué à exister, qui ont tué des gens, ou alors les gens qui ont coupé les seins des femmes à Ndom, ou les oreilles des femmes dans le Nkam, qui étaient, on parle de militants upécistes, certains parlent même de rebelles, sont forcément des Français. Je vais dire non, ce n'est pas ça. Il y a un pan. Après ce rapport à venir, c'est travailler sur le Cameroun même dans cette guerre. Parce qu'il y a toute une dimension camerouno-camerounaise qu'il faudrait également exhumer pour la réconciliation nationale et même pour la recherche historique. Dans la dimension politique toujours, docteur Eboutou, il y a une bonne opinion qui pense que, en attendant le discours du chef de l'État français, la France est en train de réussir son jeu. Elle veut s'assurer un avenir en Afrique compte tenu du fait qu'il y a un sentiment anti-français qui monte. Et donc, le rapport sur l'histoire du Cameroun peut servir à cela. Bien entendu, je suis d'accord avec le prof Wanyou quand il dit qu'il y a une dimension politique importante. D'ailleurs, on le voit dans le symbolisme qui a suivi toute la mise en œuvre de la promotion de ce rapport-là. Ce qu'il faut dire, c'est que le politique n'agit pas toujours de façon désintéressée. Le politique agit parce qu'effectivement, il y a un objectif à atteindre. Et pour le cas échéant, il y a, de mon point de vue, un contexte et il y a une volonté de repositionnement stratégique et même géopolitique. J'ai commencé à le dire tantôt, quand nous parlons de la guerre de décolonisation, parce qu'il s'agit bien de cela qu'il y a eu au Cameroun, l'enjeu c'était quoi? Il me semble que l'enjeu c'était quand même le contrôle du Cameroun. Et n'oublions pas que la rencontre coloniale ou alors la rencontre entre les États colonisés et la France et les puissances étrangères, ces rencontres-là ont été des rencontres extrêmement violentes. C'est pour le cas spécifique du Cameroun. La spécificité ici, c'est qu'il y a un parti politique, n'est-ce pas, qui a assumé cette bataille de lutte contre la colonisation. Et cette bataille-là, on l'a conciliée dans un bloc politique qui s'appelait l'UPC, ce parti politique qui, en fait, avait un positionnement politique révolutionnaire. Quand on l'a dit, on peut donc s'interroger sur cette volonté de la France aujourd'hui de revenir, rouvrir des archives qui peuvent, de notre point de vue, comme je le rappelais à travers un positionnement panafricaniste, réinterroger sur la sincérité même des actions de cette France-là aujourd'hui, au vu d'un contexte qui ne lui est pas favorable. Vous rappeliez le sentiment anti-français qui monte, la création de l'AES et tout ce que l'on voit aujourd'hui qui montre que la France n'a plus une position privilégiée en Afrique. Est-ce que la venue de ces rapports, la création des initiatives qui ont été critiquées il y a quelques années, comme la Fondation pour l'innovation et la démocratie dirigée par le grand maître Achille Mbembe et d'autres initiatives, est-ce que cela tend à apaiser ou alors cela tend à repositionner cette France-là pour mieux se projeter une fois de plus? Je crois, et c'est là également que cela pourrait ouvrir d'autres intuitions d'analyse plus tard, ce qu'a dit le professeur Wanyou. Il y a quelque chose quand même qu'on a attendu qu'il soit mis en exergue, la question du pardon qui n'est pas revenue. Il faut insister là-dessus. On va revenir sur l'après-rapport. Alors, vous aviez commencé à dire dès le départ que le président de la République a eu un courage fou de laisser qu'on fasse ce travail en ce moment précis. Nous sommes en année électorale. Et sans aller trop loin, le professeur Wanyou, lui également, a dit que ça peut avoir des répercussions au plan interne. Bon, là, le docteur Eboutou nous parlait du jeu français, mais en interne, qu'est-ce que ce rapport peut créer comme problème ou favoriser au plan politique? Ce rapport vient reconstruire le Camerounais et équilibrer désormais les relations avec la France parce qu'il y a eu des non-dits, des fausses informations qui se partageaient dans nos milieux sociaux, qui sont démontés par ce rapport. Et au niveau interne, jusqu'à ce jour, je crois, il n'est pas officiel de voir un leader de l'opposition se prononcer sur ce rapport. Peut-être de manière, ils prennent leur temps, ils attendent peut-être la sortie de la France, que moi je n'attends pas parce qu'il n'est pas de l'avantage de la France de se repositionner sur cette question. La France est dans un rapprochement naturel avec le Cameroun, mais c'est le Cameroun qui doit se réveiller davantage pour dire nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Et c'est dans ce sens que l'éducation, parce que si vous allez dans nos manuels scolaires, le programme scolaire, il y a difficilement un manuel sur l'histoire au secondaire.
certaines classes, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un consensus. Ce rapport qui s'inscrit peut-être dans un processus traditionnel de la science, qui est un processus cumulatif de connaissances, peut permettre de disséquer et de faire d'autres choses au sein de la société. Parce que si le politique ou les politiciens, en année électorale, récupèrent ce rapport et en font du populisme, ça peut nous éloigner véritablement des bonnes intentions. C'est ce qui fait peur au professeur? Oui, c'est ça que je voulais dire. Et puis, il y a des partis qu'on a présentés comme ayant une base électorale communautaire. Voilà. Il se trouve que ces communautés dont on parle dans ce rapport ont des leaders qui sont de dimension nationale. Il y a bien une peur là-dedans qu'ils aient envie d'utiliser ça comme manne historique, mémorielle, dans la politique, puisque j'ai dit que la question des mémoires est éminemment politique. Je voulais surtout poser la question Dr Assembe, comme il était dans la commission. J'ai vu dans l'interview de Dr Ramondi en mutation ils n'ont pas eu accès aux archives camerounaises. Et tout à l'heure, vous parliez de Cameroun dans la guerre, qui est un domaine à non explorer et à explorer. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, ça veut dire que cette partie-là, un jour, peut-être, si le Cameroun décide d'ouvrir ses archives aussi, ça permettra de voir d'autres choses. Parce qu'effectivement, la France, quand on parlait tout à l'heure de jeu, c'est un jeu. La France a une politique mémorielle qui, pour certains, au regard de ce qui a été fait au Rwanda, ce qui a été fait en Algérie, ce qui est en train d'être fait au Cameroun, a plus une dimension politique que historique. Ça, c'est moi, je suis entièrement d'accord sur ce point de vue-là. Parce qu'effectivement, ils veulent tirer En France, la majorité des Français, surtout les Français de droite en France, qui sont aujourd'hui autour du président Macron, sont contre la repentance. Donc la question du pardon dont vous parlez, c'est là difficile, parce qu'ils sont contre la repentance. Ils trouvent que c'est une lâcheté, parce que certains d'entre eux considèrent qu'il y a eu des bienfaits de la colonisation. Donc c'est une affaire très compliquée pour le président Macron, qui ouvre aussi ce débat aujourd'hui. C'est pourquoi je dis que je n'attends rien de lui. Voilà, c'est ça. Personnel. Et ce qu'on peut maintenant attendre en interne, c'est aussi que ça va créer la guerre des mémoires, parce que chacun a sa mémoire. Pendant très longtemps, les gens sont cru dépositaires de la mémoire du combat des nationalistes. On verra que tous ne sont pas des nationalistes, parce qu'en France, quand on a ouvert le débat sur la collaboration et les résistants, on a vu que la France a été un temps, tout le monde était collabo, et tout le monde plus tard était résistant. On verra ça ici au Cameroun, parce que quand la France ouvre les archives des renseignements, c'est aussi l'occasion pour la France d'aller dire qu'il y a des gens qui ont dû jouer double jeu. Nous verrons peut-être que les noms que l'on citait comme des grands noms ici dans le domaine de la résistance au Cameroun ne sont pas ces noms-là. Oui. En fait, c'est un jeu politique qui est assez dangereux. C'est pour ça que, personnellement, si j'avais une proposition à faire, quand je vois comment le débat se déroule, moi j'ai été en France pendant longtemps, au moment où la France ouvrait ses archives sur la guerre d'Algérie. Quand on ouvrait les archives, on ne les ouvre pas comme ça, on les balance dans la population. On faisait en sorte qu'il y ait un débat avant pour mettre en perspective, rappeler les faits, rester. Il y avait toujours un débat dans une émission qui s'appelait Les dossiers de l'écran, où on montre les films de l'époque et les historiens, les politologues donnent un sens. Parce que si on ne fait pas ça, nous allons aller dans tous les sens. Et dans tous ces sens-là, on va aussi découvrir au passage que tout ce que l'on croyait des héros, ce qu'on célébrait ne sont pas des héros. Et je sais de quoi je parle. Voilà ce que je voulais absolument dire à ce niveau. Le prof a parfaitement raison, parce que dans la critique qui a été mise ça et là, sur le rapport, on voit déjà qu'il y a des groupes communautaires, je dirais même communautaristes, qui commencent déjà à contester une certaine dimension, qui tend à banaliser les morts qu'on a retrouvés dans certaines régions, parce qu'en fait, ces morts-là ont été utilisés par ces communautés-là comme une espèce de caution politique pour démontrer en réalité leur côté résistant, naturel, voyez-vous. Et donc, avec les écrits que l'on a vus dans le rapport, cela vient démonter un peu cette posture qui était construite, qui tendait à faire de certains Camerounais des héros de la résistance et d'autres des moins que rien, ou alors des collabos. Donc c'est très important, et j'ai vraiment peur qu'on en aboutisse finalement, si ça va dans tous les sens, à une bataille des mémoires. Il faut faire très attention. Et si vous permettez, je voudrais revenir sur la question du professeur relative aux archives, pour dire que oui, nous n'avons pas pu consulter toutes les archives du Cameroun. Je préfère dire toutes les archives du Cameroun, parce que nous avons eu accès largement à certaines archives, que nous avons d'ailleurs mis en exergue. Maintenant, certaines archives nous ont été fermées, peut-être du fait de la commission d'histoire générale du Cameroun, dont je suis membre.
ces archives pourront être ouvertes parce qu'il y a quand même toute une partie sur la décolonisation du Cameroun. Et l'ouvrage, lui, il est certes en version numérique disponible parce que notre souci, c'était qu'on ne nous accuse pas d'avoir travesti les faits après la remise du rapport. C'est pourquoi, dans commun accord, nous l'avons mis en accès libre après la remise du rapport. Mais la version RAD sera disponible dans quelques jours et elle sera vendue en Europe à 35 € et au Cameroun à 15 000 francs. Pour ce qui est des guerres de mémoire, vraiment, je prends le cas simple. Chez les Bassa, nous avons été dans l'Union et qu'avant c'était la grande Sanaga maritime et nous avons été dans la Sanaga maritime. Les Babimbi estiment qu'ils ont été victimes de cette guerre jusqu'en 1973 à la mort de Yetna Leba, alors que ceux de la Sanaga maritime qui ont eu Paul Pondi, qui ont eu Paul Pondi, qui ont eu Maï Matip, ont engrangé les bénéfices de cette guerre. Et qu'aujourd'hui, s'ils sont sous-développés, c'est parce qu'ils ont résisté pendant longtemps. Donc, vous voyez, entre eux, ils ne s'entendent pas. Parce que celui qui va profaner le corps de Oumniobé, ce n'est pas un Ewondo, ce n'est pas un Eton, ce n'est pas un Mbo, c'est quand même un Bassa qui va dire à Oumniobé de se lever s'il est un homme. Achille Bembe le dit déjà, c'est un Bassa et d'ailleurs on verra que lui-même sera fusillé plus tard parce qu'il était complice de l'assassinat du prophète Kron. Donc il y a cette querelle de mémoire, mais il faut rappeler que l'UPC a eu le mérite d'être un parti national et que toutes les victimes se comptent dans le BAM, dans le Sud, dans le CAM, dans le Mungo, dans le Nord et même dans le Centre. Le premier commandant du comité national d'organisation s'appelait Foué Gorgon. Donc ce n'était pas une histoire de Bamileke et de Bassa. Non, c'est complètement faux. On a eu des héros à l'extrême nord qui ont accompagné Moumié, même à Guidère, qui ont été chassés, qui ont été menacés par les différents Lamibé. Donc, deux communautés qui vont vouloir s'approprier la mémoire UPCiste, encore qu'il y a eu plusieurs partis nationalistes et donc plusieurs indépendantistes. Il faut éviter ce débat sur la co-construction. Parce que la co-construction, il faut interroger ce mot-là. Parce que c'est une étape, la co-construction. Mais il ne faut pas que ce soit au centre de tout. Parce qu'ils ont fait la même chose en Algérie, ils ont fait la même chose au Rwanda. Et on voit très bien que ça ne marche toujours pas. Parce qu'en ce moment, la France est en bisbille avec l'Algérie. Parce que l'Algérie se rend bien compte que le mot pardon n'arrive pas. Parce que le mot pardon, quand il arrive, il est suivi des réparations. Donc, si on nous enferme dans ces débats, il faut qu'on les interroge, que nos historiens, nos politologues, nos sociologues, la société civile s'interrogent sur cette question-là. Oui, on a fait ce rapport. Moi, je ne suis pas contre les rapports. J'étais très content de lire le livre Cameroun, entre historiens camerounais et français. C'est qu'on a continué dans ce rapport-ci. Mais ne restons pas dans ce qui peut apparaître comme un piège en restant dans la co-construction, dans le mémoire. Il n'y a pas de mémoire partagée. Il faut d'abord qu'on sache qui a fait quoi. Qui est le bourreau, qui est la victime, combien de personnes sont mortes et tout le reste, qui sont ces personnes, qu'on demande au moins des excuses, qu'on reconnaît. On a reconnu, c'est vrai, mais on n'a pas encore demandé des excuses, on n'a pas encore demandé pardon. Donc je crois que si on va directement, c'est pour ça que la dimension artistique, excusez-moi pour ce mot-là, que j'ai commencé à voir depuis hier ou avant-hier, j'ai eu le document, me pose problème. On ne va pas commencer à faire des films et tout le reste quand on n'est pas d'accord sur le minimum. Il faut d'abord commencer par être d'accord sur le minimum avant d'aller faire des films et tout le reste. Donc il ne faut pas qu'on nous embarque rapidement dans un jeu qui est pensé et construit et qui continue son cheminement. Et après, on se retrouve dans une espèce de mémoire complètement brouillée. C'est pourquoi, dès le départ, j'ai posé la question de non-politisation par les lieux même de réception de cette affaire. Parce que le pardon ne viendra pas de l'homme politique. Il ne viendra pas de la demande d'un homme politique. Le pardon est la demande des victimes. Ce rapport nous donne l'occasion de bâtir une citoyenneté qui peut véritablement être face à la citoyenneté française. Parce que même quand ils venaient ici, pendant ces périodes, ils étaient des communautés. Mais ils venaient ici en tant qu'individus. Et dans cette individualité française, il est important aussi. C'est pourquoi moi j'admire le fait que vous n'ayez même pas eu accès à toutes nos archives. Pour moi, c'est stratégiquement, c'est bien pensé de n'avoir pas mis ça à toutes les dispositions dans la co-rédaction de ce rapport. Il y en a qui estiment que le pardon sera difficile, on l'a entendu autour de cette table. Il y en a aussi qui de plus en plus évoquent la question de l'indemnisation. Il faut aller vers la création d'une commission vérité et réconciliation impliquant
toutes les parties prenantes. L'indemnisation, quant à elle, pourrait se traduire par des investissements dans lesquels il y aura des infrastructures de base, notamment les routes, les écoles, les hôpitaux, qui manquent cruellement dans les régions qui ont été victimes de ces démarches-là. Il est impératif que la France participe activement au développement de ces zones longtemps marginalisées. C'est possible ? Je ne crois pas parce que, comme le disait le professeur tout à l'heure, il n'y a même pas encore eu la question minimale de reconnaissance de ce qui a été fait. S'il n'y a pas le pardon, comment cela va induire à des conséquences d'indemnisation et autres ? Je ne pense pas. Je crois que l'on reste là, manifestement, dans une volonté de reconstruction d'un repositionnement stratégique et géopolitique d'une France qui était en perte de vitesse. Mais en même temps, je voudrais reconnaître le fait que, et c'est là tout le mérite de ce rapport, que voilà, ce n'est qu'un prétexte qui est inédit, qui est quand même qui se positionne comme voilà, quelque chose qui vient légitimer parfois les discours qu'on suivait ici et là. Parce qu'il faut bien dire qu'il y a eu beaucoup d'écritures, beaucoup de lectures, beaucoup de mémoires, beaucoup de thèses qui ont été rédigées à partir des pans de cette histoire qui nous est soumise aujourd'hui. Mais nous cherchions à la légitimer à partir justement d'une vue d'ensemble, d'une perspective d'ensemble. Et c'est là où effectivement je suis d'accord avec ceux qui rejettent la notion de co-construction. Parce qu'en parlant de co-construction, effectivement, on peut y voir une certaine manipulation. Manipulation dans le sens de celui qui est plus fort. Parce que c'est celui qui est plus fort qui en réalité oriente l'écriture, qui oriente l'aspect scriptural. Et n'oublions pas, et ça c'est ce qui est revenu, le côté logistique, le côté finance, qui a été mobilisé pour rendre corps, pour donner matière à tout ce que nous débattons aujourd'hui. On nous dit, je ne sais pas si ma grande sœur qui est là, que j'aime beaucoup, va confirmer ou infirmer, à savoir que c'est la France qui a mis la main à la pâte. Et vous savez trivialement ce qui se dit. Qui finance, oriente. Mise en stage par mon gouvernement qui m'a d'ailleurs qui finance, oriente. Et donc qui s'est occupé très vite de moi. Alors les traces des fautes commises sont bien identifiées. Nous sommes d'accord là-dessus. Le pardon est difficile, il faut attendre la reconnaissance, ça prend du temps. Est-ce qu'on peut tout au moins s'attendre à des répressions judiciaires et diplomatiques ? Est-ce que c'est possible ? Nous sommes sur le plan politique, les implications de cette affaire au plan politique. Moi, je pense que le Cameroun a une spécificité. Le Cameroun doit inventer une solution adaptée à cette spécificité. L'histoire ou le passé colonial au Cameroun n'a pas une seule nationalité, la France. Il y a la Grande-Bretagne. Avant les deux, il y a eu l'Allemagne. Le contexte actuel de remise de ce rapport... Vous voulez dire que la France ne doit pas être seule à être punie ? Non. Pas puni. Et comment on fait pour associer les autres qui n'ont pas encore ouvert les archives ? Justement, laissez-moi... On n'est pas dans le fait colonial dans sa globalité. Non, justement... On parle en pays. Justement, c'est l'occasion de vider cela. Parce que lorsqu'on va dire pardon, on va demander le pardon pour les faits de la France dans telle localité, revenir demain, demander le pardon pour les faits de la Grande-Bretagne dans une autre localité, revenir demander le pardon pour les faits imputé à l'Allemagne dans un autre pays, ça fait flou. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que la haute hiérarchie, comme on dit au Cameroun, le président de la République ou le gouvernement qui vous a mis en mission, inscrive ce passé colonial dans sa politique publique et mette en place des ponts entre les acteurs de la société, les acteurs économiques, les acteurs de tous les ordres, de telle sorte que la transversalité nous permette d'aboutir à infuser quelque chose dans la société et que les Camerounais se lèvent comme un seul homme a dit. Pourquoi je le dis ? Je le dis parce que vous voyez, ou bien la logique, une certaine lecture voit la France qui est en train de reconquête d'une relation. C'est pas ça. La France, sur les questions stratégiques, ne vient plus en Afrique seule. Docteur Nka, on est sur les faits. Non. Les faits établissent la responsabilité de la France par moment, par endroit, etc. Alors ma question est de savoir, est-ce qu'on peut penser un jour à des répercussions judiciaires et diplomatiques, puisque le pardon est difficile, les répercussions judiciaires viennent dans le courant historique. Parce que si on va le faire, on va... Vous voulez nous emballer dans la colonisation d'une manière générale, associer tous les autres pays. Notre malchance, c'est que nous, on observe ce que les Alvin font et d'autres gens font. Ouais. Sauf qu'à la fin, il n'y a pas un fleuve. C'est finalement une histoire synchronique au Cameroun qu'on est en train de couper
en lisant en fonction des repères. Ce qui est un danger dans la Sanaga maritime, dans Akribi, tous ces peuples ont été victimes. Donc quand ils lisent le rapport de la commission France-Cameroun, ils ont mal dans leur chair parce qu'on vient parler des choses qui ne sont que la conséquence d'un passé qu'on oublie. Le passé de l'Allemagne d'abord au Cameroun. D'accord. Je pense que Pierre, si les faits ne sont pas, ce rapport assez documenté peut permettre à certaines familles d'ester en justice si les faits ne sont pas prescrits et d'avoir gain de cause. Parce on a assez documenté toute la répression judiciaire mise sur pied, la machine répressive. Hein. On voit seulement la machine militaire, mais il y a eu toute cette répression judiciaire. On a intenté des procès contre Oumniobé, on a intenté des procès contre Moumié, des procès contre Guillaume Bagal qui a laissé le premier secrétaire général adjoint de l'UPC, qui a abandonné la politique du fait de ce harcèlement. Léonard Bouli, par exemple, le premier secrétaire de l'UPC, il a subi des affectations disciplinaires et finalement, il a claqué la porte. Donc, à un moment, dans ces réparations judiciaires, c'est important, les familles, les ayants droit peuvent rester avec ces faits documentés, ouvrir, parce que c'est aussi ça le rôle social de l'historien, permettre à la justice de mieux faire son travail. On a documenté aussi toute la diplomatie répressive, de la répression contre les UPCistes. Maintenant, on voit que seulement pour que Oumniobé et les autres aillent aux États-Unis, c'était la croix et la bannière. Et là, il y a des responsables, il y a des complices. C'est pas seulement la France. Pour que la France empêche à Oumniobé d'aller, il a fallu la complicité des États-Unis. Et donc, il faut reconnaître la complicité des États-Unis dans cette répression des UPCistes, même des Britanniques, lorsqu'ils expulsent. Mais on ne peut pas. La finesse qu'il y a à mettre toute cette histoire en lien. Pour le moment, il faut. Ça, c'est à nous. Ça, c'est à nous. Oui, je parle de nous, je parle pas de... Mais sauf que pour le moment, on est au moment France. Encore qu'on est dans une partie du moment France, on a encore tout le contentieux sur le démantèlement du Cameroun opéré en 1914. On n'en a pas fini avec les Français. Ils nous ont pris une partie du territoire qu'ils ont affecté au Congo, au Gabon, au Tchad et en Ubangui-Chari, dont le contentieux mémoriel avec il n'est pas étudié. Mais pour le moment, nous sommes sur la guerre du Cameroun. Et s'il faut agir et réagir, c'est par rapport à ça. Un rapport a été produit. Comment est-ce qu'on le transforme en outil de réappropriation et de diffusion au Cameroun? Là, c'est notre travail à nous tous. Oui, j'ai compris quand elle parlait, elle a dit que c'est le Cameroun qui a payé sa mission. Normalement, en coopération internationale, on le sait très bien, c'est celui qui paye qui commande. Donc, quand je vois tout ce déploiement-là, on se demandait qui est-ce qui paye tout ça. Donc, maintenant, on ne saura jamais toute la vérité dans tous les cas. Mais si c'est la France qui a payé, parce que la France a une politique mémorielle qui a un but politique. Elle doit même payer. Un but politique. Moi, il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, politiquement, ce rapport va entraîner à comprendre la posture politique du Cameroun sur la scène internationale. Parce qu'au fond, vu de Paris, pendant très longtemps, la France a considéré le Cameroun comme un pays ombrageux, nationaliste, très fier, soucieux. Ce sont les mots qu'on utilisait, que j'ai souvent utilisés d'ailleurs sur les plateaux quand on m'invitait. Maintenant, ils comprendront pourquoi. Parce qu'il y avait un tabou. Le chef d'État a parlé de tabou. Il faut revenir sur ça. Parce qu'il y avait un tabou, ça dit que quand on ne parle pas de quelque chose, ça crée un malentendu. Il y avait un malentendu postcolonial qui, pour moi, qui est un événement important, qui vient d'être levé et qui fera désormais qu'on pourra se parler en franchise. Oui, on sait désormais que la France sait qu'elle a outrepassé ses droits, qu'elle a fait des choses. Parce que quand on dit, par exemple, que la France a mené la guerre au Cameroun, qui n'était pas une colonie française, comme elle a mené la guerre en Indochine et en Algérie, quand on connaît ces affaires d'Algérie et d'Indochine, c'est assez grave ce qui s'est passé là. Donc c'est très intéressant de savoir que la posture maintenant peut changer. Chacun parlera d'égal à égal. Ça peut ouvrir la voie. Maintenant, il faut qu'il y ait le pardon, la reconnaissance de ceci. Il y a une espèce de pardon qui permettra que ça ouvre la voie à des relations sereines que la France souhaite. Elle souhaite des relations sereines, mais il n'y a pas de sérénité sans vérité. Il faut d'abord qu'il y ait une vérité sur qui a fait quoi et ce que nous reconnaissons. C'est-à-dire, on peut par exemple ouvrir le dossier sur les fameux accords de coopération, c'est possible aussi? Oui, complètement. Bien sûr, les accords dès 1958, tous ces accords ce n'est pas secret. C'est ouvert, oui, on peut le dire. Depuis que les archives de la Courneuve, diplomatiques de la Courneuve sont ouverts, il y a des dossiers communicables sur les accords depuis 1958. Malheureusement,
nous avons une difficulté, c'est que nous n'arrivons pas à avoir accès aux archives françaises et donc du coup on a créé un mythe. Nous avons créé un mythe sur l'inaccessibilité, le classement secret de tout. Parce qu'en réalité, ces archives sont ouvertes, c'est pas sous dérogation, mais elles sont ouvertes, tous ces accords-là. Et même on voit comment pour certains accords de défense, notamment, on a pour la partie française, on a des Français. Pour la partie camerounaise, on a des Camerounais. C'est dans les archives et tout. Gaston Kelman peut aller vérifier ce que je suis en train de dire, lui qui est en France. Il y a, pour terminer, un volet artistique de la commission dont on ne parle pas beaucoup. Il a été mis à disposition un incroyable catalogue d'initiatives, notamment des bandes dessinées, fresques collaboratives, jeux vidéo, etc., et des choses qui pourront permettre donc de faire mémoire à travers les outils culturels. Parlons-en. Il a fallu cette semaine que Blik Bassi puisse être devant la presse pour comprendre qu'il y a ce volet qui est un peu oublié. C'est à dessein ? Non, je ne pense pas que ce soit à dessein parce que la commission mixte franco-camerounaise et pluridisciplinaire sur le rôle et l'engagement de la France dans la lutte contre les mouvements nationalistes et indépendantistes au Cameroun de 1945 à 1971 avait 2 volets. Un volet recherche qui était dirigé par Karine Ramondi et un volet artistique, y compris mémoire, qui était dirigé par Blik Bassi. Donc c'était une commission mais avec 2 chambres. Le volet recherche a rendu son rapport. Le volet artistique également a rendu son rapport. Donc ce n'est que normal, mais on a constaté que toutes les attentions étaient focalisées sur le rapport du volet scientifique, ce qui est d'ailleurs, ça montre que notre travail quand même était très attendu. Mais il y a tout un volet mémoriel que Blik et son équipe ont fait, et peut-être qu'ils sont les personnes les mieux habilitées à en parler, parce que moi, je n'ai pas été membre de cette équipe, mais j'ai vu comme vous, j'ai lu ce rapport-là. Il y a des propositions, ça peut permettre, les outils qu'ils proposent, ça peut permettre de nous approprier également mieux de ces faits, ce moment douloureux au Cameroun. Je crois que c'est très tôt. Parce qu'en même temps, n'oublions pas que le côté artistique a souvent le but sinueux de captiver rapidement la jeunesse, le côté puéril des enfants qui peuvent facilement retenir et répercuter, même involontairement, un certain nombre de choses. Et si on n'est pas déjà d'accord sur tout ce qui a été fait sur ce rapport, il ne me semble pas aller rapidement sur un côté qui peut être difficilement rattrapable, surtout et c'est là où je suis d'accord avec Kelman, qui l'a dit dans une de ses sorties, le risque étant de tuer finalement le côté révolutionnaire qu'on a à l'UPC pour le transformer en un jeu qu'on voit dans des bandes dessinées, etc. Je voulais dire que la France, par exemple, ne connaît pas cette histoire. Donc, elle connaît l'histoire de la guerre d'Algérie. Peut-être que là aussi, dans ce que Blik Bassi fait, il faudrait qu'il agisse beaucoup plus en France pour l'instant, pour que la France connaisse cette histoire-là. Je ne suis pas sûr que dans leur histoire, ils savent qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait au Cameroun. Première chose à dire. Deuxième chose, par rapport à la partie des funérailles, vous avez dit funérailles des mémoires, j'ai trouvé ça amusant. Voilà. Donc je dis que même dans le s'il y a des bêtises ici, on dit d'abord de quoi quelqu'un est mort avant de commencer à danser les sani, si je ne suis pas bêtise. Donc c'est pour dire qu'effectivement, il faut d'abord qu'on nous dise clairement et qu'on reconnaisse. Nous, on attend la reconnaissance du président français, son discours, pour qu'il puisse nous dire clairement. D'où l'importance d'ailleurs de ce comité de suivi dont le président de la République parle. Et j'espère qu'on y choisira des gens qui connaissent de quoi on parle, pour pouvoir peser de tout leur poids pour que l'essentiel, parce que c'est nous qui sommes les victimes. Oui. Si on ne met pas des personnalités fortes dans cette commission-là pour pouvoir suivre et faire adopter les recommandations faites par un rapport financé par la France et les Camerounais, il faut quand même que ce sera. Donc je pense personnellement que ce sera un élément essentiel. Donc la partie de Blik Bassi, comme il a dit, il faut attendre. Il faut d'abord qu'on fasse le point. Le récit national ne fait pas consensus. Voilà, tout à fait. Dans une réaction publiée par le quotidien Le Messager, au-delà de toutes les réserves émises, nous l'avons évoqué ça ici, l'écrivain Gaston Kelman estime que le rapport a le mérite, tout au moins, de jeter une lumière crue sur le chemin qui nous reste à parcourir. C'est une contribution supplémentaire à la connaissance de l'histoire politique de notre pays. Donc, le débat est ouvert, le chantier est ouvert. Dr K, Dr Boutou. Oui, moi, le chantier est ouvert en termes de perspective de recherche. Poser la question de tout le passé colonial du Cameroun sur la table, prenant
ce rapport comme prétexte pour ouvrir toutes les pistes, parce qu'il n'est pas nécessaire d'enseigner ou d'envisager simplement d'enseigner la partie de la France au Cameroun et enseigner les autres parties. L'histoire est une histoire fusionnelle de toutes les tendances et je crois que ce sont de belles perspectives pour les chercheurs. Moi, je crois que c'est un capital historiographique très intéressant qui vient de nous être proposé. Et comme l'a dit le premier Gémon, à qui le rapport a été remis au Cameroun, en premier, le président de la République, il faudrait que les chercheurs s'accrochent sur certains pans qui continuent de susciter quelques débats dans les vents de notre histoire pour creuser davantage ces sillons-là. C'est très important. Je parlais tout à l'heure de la question du génocide. C'est une question qui n'a pas été totalement évacuée. Alors, on pourrait donc mobiliser un certain nombre d'écrits et s'appuyer sur ce rapport-là pour continuer à creuser et comprendre effectivement s'il y a eu génocide Bamileke ou pas. Docteur Assembe, on va dire, il faut continuer la recherche. Ce n'est qu'un rapport, c'est des pistes qui sont ouvertes. C'est des pistes qui sont ouvertes. Il y a beaucoup encore de zones d'ombre dans cette guerre-là. L'UPC dans le Noun, l'UPC dans le Nkam, l'UPC même à Yaoundé, dans la Lekir, on ne sait rien. Tout dans le sud, à Zouétélé, l'UPC à l'est. Idriss Oualioum a fait un mémoire sur l'implantation de l'UPC. Donc il y a beaucoup de choses encore à dire et à faire. Bien que l'UPC aussi soit une création. Et même maintenant aussi, il faut voir, parce que ce n'est pas seulement les UPCistes qui ont pris part à cette guerre. Hein. Des figures comme Bébé Idi, le docteur Bébé Idi Marcel, qui sont très méconnus. Des figures à un moment comme Sopop Priso, qui ont pris position au sein de l'ALCAM contre le statut du Cameroun. Et même Charles Lassalle, il y a beaucoup de figures, des figures troubles, mais clivantes peut-être, mais il faut montrer le rôle de tous ces acteurs de cette période, tous les acteurs de cette période pour une meilleure connaissance de notre histoire. Le professeur Wang nous a apporté beaucoup de livres, vous pouvez les consulter, Enjeux politiques de l'histoire coloniale, c'est Catherine Kokri, c'est ça? Petrovic, oui. Voilà, qui a écrit, c'est un livre si vous voulez le lire également. Vous avez sous la direction de Pascal Blanchard, Isabelle Vera Masson, Les guerres de mémoire, la France et son histoire. Ça aussi, je crois que ça se trouve, on peut le lire. Vous avez La guerre des mémoires, la France face à son passé colonial, c'est Benjamin Stora. C'est des ouvrages à lire. La guerre du Cameroun, l'invention de la France-Afrique, c'est un bon ouvrage. Hein. Très bon. Oui, Thomas Delton. C'est la version réduite de Cameroun. À quoi servent les politiques de mémoire? C'est aussi à lire. Vous avez enfin La tyrannie de la pénitence. C'est un essai sur le masochisme occidental. Contre la repentance. Contre la repentance. Voilà. C'est des ouvrages à lire. Nous disons que le travail qui a été fait par la commission, c'est un début. Les chercheurs, les historiens ont encore à dire beaucoup de choses. Je termine par David, mais vous avez laissé le Cameroun pour écrire sur le général. J'écris beaucoup. Pourquoi? Je suis à une dizaine d'ouvrages déjà. Je suis sur les traces du professeur Wanyou. Donc l'ouvrage est disponible, vous pouvez le lire. Hein. C'est intéressant. C'est un bon ouvrage, ça nous permettra de comprendre un peu la trajectoire que suit le général Brice Clotaire Oligengema, nos voisins d'à côté. Mesdames, Messieurs, l'enjeu n'est donc pas absolument d'écrire l'histoire, comme le dit le sociologue Armand Loca. J'aime bien le citer parce que j'ai lu sa sortie dans Mutation. L'écriture de cette histoire a longtemps commencé et se poursuivra pour longtemps. L'enjeu véritable pour le Cameroun serait donc de faire mémoire. Or, faire mémoire relève avant tout du choix et de l'orientation politique générale et fondamentale. Nous arrivons à la fin de ce programme Scène de presse. Je vous dis merci d'avoir été là. Je pense que nous avons prolonger ce débat en insistant sur les implications politiques de ce rapport qui est mis à la disposition du grand public. Merci à vous et bonne semaine.